Et donc, une nouvelle fois, je vous dis bonsoir tout le monde. Et merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de la situation politique française à travers un précieux témoignage de Michel Pilon, qui est mon invité, avec son livre « Le Parti communiste français » de 1976 à 2019, 4 décennies d'insupportables renoncements. Michel, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Alors, un mot sur votre livre. Allez-y. Le micro. C'est le résultat du classement de mes archives que j'ai eu la bonne idée de conserver depuis les 25 ans en question. Mais des archives, évidemment, sont des documents personnels et des lettres, des coupures de journaux, etc., de toutes sortes, aussi bien nationaux, le mien, que des publications d'associations, etc., des réactions officielles ou pas. Voilà. Donc tout ça, ça m'a demandé, ça m'a permis de chercher une éventuelle logique dans le déroulement de ces 25 années et même 40 années, 4 décennies, de ces 40 années. Et ça m'a beaucoup servi lorsque, depuis une quinzaine d'années, les informations sont distribuées à la mitrailleuse, hein, en gros, envoyées sans donner le temps de réfléchir aux personnes que nous sommes tous ici. Et donc là, ça m'a fait gagner un temps précieux pour situer ce qui nous était dit, sans nous laisser le temps de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que nous vivons comme époque, quelles transformations nous subissons aujourd'hui, et qu'est-ce que nous réussissons aussi à faire passer. Voilà. Alors, Michel, il y a beaucoup de choses dans votre livre qui est passionnant, effectivement. On ne pourra malheureusement pas tout raconter, le contenu du livre. Alors, si je vous disais, quel est le renoncement le plus insupportable que vous attribuez au Parti communiste français? Le premier renoncement. Ça a été en 1976, même avant les 4 décennies en question, lorsque un économiste de renom universitaire a fait l'introduction d'un livre fondateur, disons, pour ce qui concerne les communistes en tout cas, et leur histoire, c'est le fameux Capital de Marx. Et évidemment, j'ai la manie de vérifier tout ce qu'on me dit, et donc au fur et à mesure que je lisais l'introduction de cet économiste depuis d'une quarantaine de pages à peu près, l'introduction au Capital, qui est effectivement pas toujours à la portée facile, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un divorce prononcé avec ce qui était réellement écrit, mais réellement, c'était hallucinant. Et donc j'ai mis un moment à réaliser ce qui était en train d'arriver. J'ai mis plusieurs années, bien sûr. Et avec, j'allais dire, bonne foi, j'ai tenté de traduire ce qu'il proposait, et je suis tombé sur quelque chose, par ma recherche, de complètement inattendu, et je ne pouvais pas laisser ça pour moi. J'ai donc écrit à ces dirigeants-là, l'économiste en question bien entendu, mais aussi aux différents dirigeants du PCF. Je crois que j'ai eu raison de ne pas accepter. Et pourtant, ça m'a coûté dans mon engagement de communiste, de membre du Parti communiste, parce que je l'ai été pendant 45 ans, avec divers endroits où j'ai milité. Et
bien entendu, on ne m'avait rien demandé, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Le résultat inattendu, mais démontrer celui-là auquel j'étais arrivé. Voilà donc ce qui a motivé le désaccord que j'ai de plus en plus éprouvé au fil des dizaines d'années en question, et des refus de réponses argumentées auxquels je me suis heurté, et finalement des mesures, j'allais dire, sanctions qui ont été prises à mon égard. Voilà donc ce qui m'a motivé pour dire je ne peux pas garder ça pour moi, j'ai à mon avis quelque chose d'important dont on peut faire part et qu'il faut que je fasse connaître autour de moi et là où je peux. Voilà, et ça s'est transformé petit à petit, d'ailleurs grâce à l'intervention à l'encouragement de Samia pour me dire écoute, tu peux faire un bouquin et ça vaut le coup. Michel, voilà. Alors vous parlez là des années 70, mais le PCF a continué à 80, oui, même 80, le PCF a continué à être assez solide quand même. Hein. Dans les années 80, son journal L'Humanité tirait à 400 000 exemplaires. C'est énorme. Je ne vous le fais pas dire. Oui, et c'était un journal assez riche, surtout sur le plan culturel. C'est resté un journal très riche. Et là-dessus, je voudrais aussi ne pas tordre dans l'autre sens. C'est mon journal, ça continue à être mon journal de référence. Parmi d'autres, bien entendu. Aujourd'hui, c'est un tout petit tirage. C'est un tout petit tirage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas des choses très importantes qu'on ne voit quasiment que là, selon moi. En tout cas, j'y trouve, moi, mon besoin d'argumentation, de connaissance. Et j'avoue que je continue à y être abonné, puisque j'ai commencé à lire l'UMA quotidiennement en 1965. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Parti communiste français d'aujourd'hui? Alors, ce que je pense n'engage que moi, bien entendu. C'est la réalité. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et pourtant, nous avons quelques préoccupations communes, je pense. Comme où allons-nous aujourd'hui? Ça suffit, on entend aussi. Et notre besoin de mieux comprendre le chemin parcouru depuis même beaucoup plus que la simple histoire du Parti communiste. Le chemin parcouru depuis le début de la lignée humaine jusqu'à Thomas Pesquet qui est dans le cosmos et qui fait des expériences scientifiques. Donc il y a plein de choses qui se sont passées et des exigences de développement comment je pourrais dire, de la dignité humaine aujourd'hui, dignité humaine qui est fort malmenée. Et je crois que quand il se mêle à ça une composante de tromperie pour répondre à la question, méthodiquement organisée, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ça, ou tout au moins à l'admettre. C'est ce qui m'a fait mettre ce titre-là, bouquin. Cette méthode-là qui mise sur l'ignorance des adhérents, je ne peux pas supporter. Voilà. Et donc, alors, une autre question, Michel. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel pour le 10 septembre? Cet appel pour bloquer le pays, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, je pense que tout ce qui permet de faire éclater, disons, les questions, que les gens puissent se sentir légitimes à poser les questions qui leur tiennent à cœur dans tous les domaines, eh bien moi je pense que c'est à favoriser, qu'on soit d'accord plus ou moins, c'est pas la question. On a tous, mais alors tous, intérêt à mettre le maximum de choses, de force possible pour apporter ce que nous pouvons apporter pour l'expression des gens.
pour cette expression-là, c'est vital, bien entendu, et ça peut en permettre plein d'autres. Et je crois que ça favorise le croisement des expériences, des exigences, à partir des obstacles que chacun rencontre et qui font qu'on ne peut plus supporter. Voilà. Très bien. Alors demain, le chef du gouvernement français partira probablement dans le sud, il va rentrer chez lui. Alors il y aura probablement, ce n'est pas sûr bien sûr, une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Est-ce que vous pensez qu'il y aura cette fois un front républicain contre l'extrême droite, ou bien est-ce que vous pensez que c'est impossible? Pour moi, il n'y a pas d'impossibilité décidée d'avance. Je crois que la population, dans son histoire, le peuple, comme on dit, a trouvé des formes de lutte qui ont souvent surpris, et dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Ce n'est pas la première fois que nous sommes menacés par l'extrême droite, et que la droite, j'allais dire traditionnelle, laisse de plus en plus ouvertes les possibilités de l'extrême droite de s'affirmer, disons. Et j'ai eu l'occasion de lire quelques livres, notamment l'un d'eux qui s'appelle, c'est de Johann Chapoutot. Qui est-ce qui a amené Hitler au pouvoir? Et lui, c'est un spécialiste de l'histoire de l'Allemagne. Et au fur et à mesure qu'il décortiquait comment ça s'était passé en Allemagne, il dit dans son livre, c'est hallucinant les ressemblances qu'il y a dans le comportement de la droite traditionnelle face à une montée d'extrême droite, comme c'était le cas en Allemagne. C'est hallucinant avec ce qu'il a découvert lui et ce qu'il connaît, comme lui en tant que citoyen, en tant qu'écrivain, en tant qu'historien, ce qu'il connaît de la situation, disons, actuelle. Donc, les formes de lutte, ben, elles sont de toutes sortes. On en a connu, que ce soit 36 par exemple, avec les grandes grèves d'occupation d'usines qui ont amené les congés payés. C'était pour faire échec à tentative de coup de force de la droite de l'époque, en 1934, visant à cette époque à envahir l'Assemblée nationale, à la confisquer, disons. Et ça a été mis en échec par des luttes, par des occupations d'usines, par beaucoup de formes inventives. Et ça s'est traduit par quelque chose d'inouï à l'époque. Comme résultat, c'était les congés payés. Rendez-vous compte, c'était d'une nouveauté extraordinaire, puisque pour la première fois, les salariés étaient payés alors qu'ils n'étaient pas en train de travailler, qu'ils étaient en congé. C'est inouï comme conquête. Comme quoi la lutte paye toujours, n'est-ce pas? Ah, j'en suis convaincu, bien entendu. Ça a été le cas aussi à la Libération. Ont été récoltés les fruits de la mobilisation de personnes de toutes catégories. Et je me souviens d'un journaliste, dans l'UMA précisément, disant le Front National qui s'est créé pendant l'occupation, Front National qui est l'appellation créée par le Parti communiste à cette époque. Donc ça a été aujourd'hui, ça a été usurpé par l'extrême droite. Et ce Front National-là, devant la diversité d'origines, de situations, de professions, idéologiques, de tous ceux qui ont fini par refuser l'occupation, par exemple, ça a étonné, cette diversité-là, étonné les journalistes de
contemporain, disons, de cette libération. Et très bien, Michel. Maintenant, je vais donner la parole à nos amis. Ils vont poser des questions et vous allez rebondir à travers vos réponses. Alors, la parole est à vous. Kada. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, messieurs. Voilà, vous avez dit que votre prise de position par rapport à c'est 1976. Oui. C'est-à-dire après lecture du Capital de Karl Marx qui décortique la plus-value, le marché, le processus de production et tout. 2 années plus tard, un natif d'Alger qui est philosophe et économiste en même temps, et qui s'appelle Louis Althusser, et qui a écrit aussi Comment lire le Capital, a pondu un beau livre, Qu'est-ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, où il a dénoncé le centralisme et la ligne stalinienne. Est-ce que vous avez rejoint Althusser ou est-ce que vous êtes resté sur le mécanisme de la dictature du prolétariat et de l'internationalisme prolétarien? Merci. Je peux répondre directement. Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas approuvé la ligne stalinienne quand j'en ai connu davantage, que ce n'était le cas jusque-là, comment dire, le culte de la personnalité, les éliminations, enfin c'est des horreurs en tout genre, et qui pourtant ont été beaucoup mis en avant par les différents partis communistes organisés sur la planète. Ça a été le cas du Parti communiste français. Je me souviens d'un livre de Maurice Thorez, jamais notre parti ne portera la main sur l'Union soviétique. Ça a empêché cette analyse un peu abrupte. Ça a empêché des voix comme celle d'Althusser ou d'autres. Je me souviens en 1956 d'Aimé Césaire qui a écrit à Maurice Thorez aussi, et en lui disant pourquoi il lui renvoyait sa carte du Parti communiste français. Aimé Césaire qui était député de la Martinique et qui réclamait le droit à l'initiative. C'est pas rien quand même, hein, qui réclamait en disant, lui, nous voulons être, l'heure de nous-mêmes a sonné. L'heure de nous-mêmes a sonné. C'était pas dans les traditions d'organisation du PCF. Et c'est à ça aussi qu'on sait, que je me suis heurté, le droit d'être soi-même. Et aujourd'hui, penser de façon, le droit de penser par soi-même. Ça rejoint les besoins de la lutte pour sortir des uniformes de la pensée unique, tels qu'on le voit s'étendre un petit peu partout. Et ça, je crois, c'est vous dire que même n'ayant pas connaissance approfondie de l'œuvre d'Althusser, je me souviens qu'effectivement, c'était une forme de discorde permanente, très profonde, avec la direction nationale du PCF. Je n'avais pas encore les éléments suffisants et l'expérience personnelle de ce qui restait de la stalinisation en France, dans le Parti communiste français. Et c'est à ça qu'a servi, pour ce qui me concerne, les archives. Donc j'ai tâché de comprendre la signification et qui me font dire « Ah, ça vaut le coup, je ne peux pas le garder pour moi. » Voilà, ce soir. Merci. Votre question? Oui, alors pouvons-nous dire que ces renoncements dont vous parlez, thème principal de votre livre, ont conduit le Parti communiste français à son déclin? Un déclin dont a profité l'extrême droite.
Oui, mais alors, c'est pas une affirmation comme ça de dernière minute. C'est un désaccord qui m'a semblé tel en économie que je ne pouvais pas garder pour moi qu'un groupe d'économistes s'était en quelque sorte emparé de l'influence à la direction du PCF. Il n'a pas rencontré là les réponses politiques nécessaires. Ces quelques économistes en question, que tout le monde connaissait, ont opéré par affirmation, non démontrée, et notamment débouchant sur l'essentiel par l'adoption de l'idéologie du patronat en ce qui concerne le fonctionnement des entreprises, c'est-à-dire cette fameuse notion de valeur ajoutée qui additionne deux notions complètement opposées, celle qui traduit les luttes, celle de l'opposition salaire-profit. C'est l'ABC, disons, des luttes dans les entreprises et un peu partout. On le voit bien aujourd'hui aussi, même si c'est le côté finance qui semble tout écraser. Mais cette opposition-là a été gommée en mettant un signe plus, ça a l'air de rien comme ça, entre salaire et profit. Autrement dit, on les considère comme des choses de même nature. Avec un signe plus. Alors que leur existence simultanée est totalement contradictoire. Et cette contradiction ne peut pas être traduite par un signe plus qui traduit aussi la paix sociale. Cette opposition-là, eh bien, elle se traduit par des proportions de l'une par rapport à l'autre, mais des fractions, disons, des divisions. Hein. On peut les traduire, par exemple, sur le taux de plus-value, comme on dit, hein, dans le capital. Hein, c'est la plus-value sur la valeur de ce qu'ont apporté les salariés en mettant leur capacité à la disposition du fonctionnement de l'entreprise. Ces capacités-là, le patronat ne les a pas. C'est pour ça qu'il fait des contrats avec les salariés à l'embauche. Mais les salariés ne sont payés qu'une fois le travail réalisé, production effectuée. Autrement dit, c'est le salarié, contrairement à tout ce qui est prétendu, notamment par le patronat bien sûr, c'est le salarié qui fait l'avance de ses capacités de travail au patronat qui ne les paye qu'ensuite, production vendue. Et ça, c'est à mon avis essentiel, sinon on accepte d'avance que le patronat pourra piller les ressources dont le salarié a besoin pour renouveler ses capacités de travail, à piller ces ressources-là pour écraser la valeur, disons, des choses dont le salarié a besoin pour se présenter à nouveau voilà, au patron. Ça, c'est un peu ma tambouille, disons, et je suis passé par là. Mais je pense que côté économique, puisqu'il s'agissait des économistes en question, côté économie, ça peut se prêter à des traductions, je dis bien traductions, à caractère plus ou moins mathématique, hein, mais il ne s'agit que de traduction et non pas de vouloir imposer par des formules quelle doit être la direction prise par les initiatives, quel type d'initiative, etc. Or, très bien, Michel, on va prendre d'autres questions. L'autre partie de ma question. Oui. Alors. Le déclin qui a profité au... Oui. Est-ce que le déclin du PCF a profité à l'extrême droite? Moi, je pense que ce n'est pas l'essentiel de ce que
dont l'extrême droite a profité. Je pense qu'il a profité surtout du fait que lorsqu'il y a eu des élections qui se sont suivies les unes derrière les autres depuis 1981, on a eu un calcul politicien qui a été fait à cette époque de convoquer les gens qui font peur, comme Le Pen à cette époque, hein, c'était un tortionnaire quand même, hein. Le Pen, et puis n'hésitez pas à dire la torture, un détail de l'histoire, et les chambres à gaz, etc. Il s'est rendu célèbre là-dessus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait peur. Eh bien, le nouveau pouvoir en 81, petit à petit, s'est dit je vais jouer sur cette peur pour servir de repoussoir et pouvoir récolter les suffrages qui, sans ça, se seraient dirigés vers la droite. Mais Michel, ça c'est ancien, et vous avez raison. François Mitterrand en personne a sa part de responsabilité dans la manipulation de cette mouvance politique. Oui. Mais bien des années plus tard, aujourd'hui, les ouvriers votent pour le Rassemblement national. Les ouvriers. C'est pas ce qui s'ensuit de cette initiative datant de 83, si ma mémoire est bonne. Le Pen invité sur les plateaux de télévision, il faisait moins de 1% à cette époque. Hein. Et ce que c'est devenu, c'est monté très vite. Parce que ça, en même temps, ça lui faisait une publicité terrible. Et pour ses idées. Et les salariés, aujourd'hui, ont aussi été influencés dans leur façon de se dire « Oh ben, après tout, il y en a marre de ce que nous subissons, il faut mettre un grand coup de balai là-dedans » et ils ont perdu de vue à qui ils avaient affaire avec cette extrême droite. Ils ne sont plus souvenus suffisamment, en tout cas, de ce que c'était cette extrême droite, sur quel terrain elle est née, et que, y compris aujourd'hui, lorsque des dictateurs sont élus sur la planète, cette Marine Le Pen, par exemple, est la première à aller les féliciter. Et il y en a d'autres avec elle. Et ça, c'est pas tellement visible, mais l'exaspération ne conduit pas à réfléchir suffisamment. Et ces choses-là, pendant des dizaines d'années, ont été négligées. L'enseignement de l'histoire, mais de l'histoire populaire. Et là-dessus, il y a un historien qui a écrit une somme très importante, c'est « Histoire populaire de la France depuis la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours ». Et c'est la seule qui, de cette façon, et sur une aussi longue période, parle de nous. Autrement, aujourd'hui, c'est la féodalité. On nous parle des rois, des reines, des seigneurs, des ci, de là, avec des soi-disant historiens comme Stéphane Bern, ou alors encore celui qui est le petit marquis là de Vendée, qui crie à mort la sécurité sociale, et qui lui est nostalgique des guerres de religion, du Moyen-Âge. C'est hallucinant la différence avec tout ça. Alors, justement, vous parlez de terrain, les communistes ont quitté le terrain. Est-ce par manque d'idéal? Alors, peut-on dire que le déclin du Parti communiste est dû, en partie, au concept fondateur trahi? Moi, je pense qu'on peut aller jusque-là en montrant à partir de quelle époque ça a commencé. Et Staline, on n'a pas pu faire pire trahison de ce que sont les concepts fondateurs du communisme. Et je me souviens par exemple
de ce manifeste communiste de 1848, Marx et Engels, dans lequel il termine l'analyse de l'évolution des sociétés de classe jusqu'à leur époque, et dans lequel il termine ça en disant, à la place de l'ancienne société divisée en classes antagonistes, surgit, le mot surgit on peut peut-être le discuter, mais surgit une société tout à fait nouvelle dans laquelle le développement de la personne est la condition du développement de tous. C'est absolument l'inverse de ce que les dirigeants communistes depuis Staline ont enseigné aux adhérents. C'est absolument l'inverse. Or, il y a, à partir de là, à partir du moment où c'est le développement de la personne, son droit à l'initiative, son inventivité, son droit à faire des propositions, son droit à avoir des réponses argumentées, bien sûr. Eh bien, à partir du moment où ça c'est devenu un obstacle au fonctionnement et aux décisions du sommet de la pyramide de cette organisation-là, surtout au moment où aujourd'hui on a besoin d'une transversalité, alors tous azimuts, comme condition pour surmonter les obstacles, effectivement, je partage votre avis, on peut dire oui. Lorsque, y compris aujourd'hui, on se heurte à ce genre de mauvaise volonté d'accueillir des façons de voir, des façons de penser différentes, et d'en faire quelque chose de positif pour tous, où tout le monde dans le débat sort, non pas comme il y est arrivé, mais en sort grandi de l'expérience différente de l'autre. Encore faut-il se parler. Des initiatives comme ce soir vont dans ce sens. Une autre question, Kada. Oui, la question, on revient à 1976, pour ne pas perdre le cadre. Voilà, nous savons tous, bon, pas tous, c'est mon point de vue à moi, que le fascisme, il joue surtout sur les objectifs petits bourgeois, sur, voilà, sur une culture petite bourgeoise, égoïste et tout. Surtout pas de bac. Oui, et vers 1976, avec la démocratisation de la voiture, de la télévision, l'ouvrier n'est plus le prolétaire misérable de Zola. Il a acquis beaucoup d'eux. Et ce qui fait que il y a une tendance à voir d'une manière petite bourgeoise les choses, le confort personnel et tout. Et c'était une époque qui correspondait à une nouvelle vision du Parti communiste qui voulait quitter les positions de classe pour les positions de masse, c'est-à-dire sur la rigidité de l'ouvriérisme. Est-ce que vous ne voyez pas que l'emprise du Front National sur cette classe ouvrière n'est pas analysable du point de vue sociologique et l'avancée de la classe ouvrière en elle-même? C'est-à-dire que le lien prolétarien a été abandonné au profit de l'avancée personnelle. Et le Front National, il a surfé sur cette culture petite bourgeoise pour capter la voie ouvrière. Merci. Écoutez, je crois que beaucoup de personnes se rendent compte du fait que la transformation, disons, de la société bourgeoise, on dit depuis le début, cette transformation-là, ça a été aussi une transformation du point de vue des idées des gens. Et de ce point de vue-là, la bourgeoisie en question s'est donné énormément de moyens. Je me souviens, il y a 3 ans,
le maire de Bonneuil avait fait passer une annonce dans l'humain cherchant 6 personnes chargées de la communication de la ville. 6, une petite ville qui n'a pas encore 20 000 habitants. Ça donne l'ampleur qu'a prise la communication et le moyen qu'il fallait donner selon ces responsables-là pour faire passer la gestion, une gestion, disons, qui de plus en plus ressemblait à celle de la gestion comme tout le monde, ce qui n'a pas empêché en même temps de bénéficier des luttes passées et d'obtenir des réalisations au point de vue communal très importantes, surtout après 1945 avec un maire communiste. Et il y a eu, par exemple, centre aéré, bien entendu. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont été favorisées pour qu'elles s'installent dans la ville, amenant des taxes professionnelles, amenant de l'activité, amenant des liens dans la population de la ville. Et ainsi qu'un stade, il y a un cinéma-théâtre, il y a une médiathèque, il y a une piscine, il y a un centre d'art, un conservatoire, c'est vrai, et plein d'écoles primaires, collèges, qui se sont créés jusqu'à ce que on perde le dernier conseil général de France, la présidence, celle du Val-de-Marne. C'était quand même un événement politique majeur qui montre que cette orientation-là, quand elle se fait sur fond d'abandon dont je parle, par exemple, mais bien d'autres aussi, donc comme vous soulignez, cette orientation-là ne peut pas être une solution pour les habitants. D'autant moins que, y compris la manière de rendre compte des élections, est une manière qui utilise une martingale invisible pour la plupart des gens et qui consiste à accroître de beaucoup le résultat officiel, d'autant plus que l'abstention devient importante. Ils ont décidé de changer de mode d'attribution, disons des pourcentages de vote, pour les candidats. Ce mode d'attribution, il est compté à partir des votes réels, au lieu d'être compté à partir des inscrits. Les inscrits ont tous, qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, droit citoyen. C'est un vote, c'est un droit universel. Et donc on n'a pas à transformer ça, ces règles du jeu, au moment d'attribuer les pourcentages en fonction non plus de ce qui existait il y a plus de 20 ans, mais maintenant, depuis plus de 20 ans, on compte officiellement, partout dans toutes les élections, on compte officiellement les pourcentages sur la base du nombre d'exprimés, de suffrages exprimés. Alors plus il y a d'abstention, plus les pourcentages en proportion sont importants. Merci Michel. D'autres questions? Oui. Écoutez, je suis tout aussi honorée d'être présente aujourd'hui à ce grand jour qui symbolise énormément pour moi et pour Michel. Je connais Michel depuis de longues années. On est de la même ville, on a mené des combats ensemble, mais bien sûr il a une expérience et donc un vécu dans ce parti-là qu'il connaît parfaitement. Et je l'ai encouragé justement à aller vers cette aventure extraordinaire de vouloir publier un ouvrage que je pense aucun éditeur n'aurait eu le courage ni la volonté de publier. Son timing est extraordinaire, hein. Je n'aurais jamais pensé. Michel, d'abord je te félicite du courage que tu as eu à vouloir diffuser
Donc un travail minutieux que tu as mené dans la souffrance, avec des mises au placard successives, et j'en suis témoin, à plusieurs reprises au cours de ton parcours, tu as été victime d'intimidation, et je le répète, de mises au placard qui ont été atrocement lourdes psychologiquement. Tu as tenu. Aujourd'hui, tu nous offres un ouvrage magnifique qui récapitule justement la raison de ce qu'on vit aujourd'hui, à la veille de cette rentrée qui, comme ce temps-là qu'on vit aujourd'hui en chaleur et les orages qui peut-être vont éclater tout à l'heure. C'est un moment très tendu de cette rentrée 2025 qui justement nous permet de dire aujourd'hui que ce qu'on vit en ce moment, c'est la raison, la source, elle vient de tout cela, de tout ce que tu as raconté, les dizaines, les décennies de renoncement. C'est comme la métaphore de cette grenouille à qui on a chauffé l'eau au fur et à mesure et qui ne s'est pas rendue compte, donc elle allait finir morte. Donc on n'a pas vu venir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette société soit aussi déboussolée? Moi je dirais que l'introduction du portable a été destructrice, puisqu'il n'y a plus justement possibilité de se réunir, de se parler, de ce cerveau qui ne réfléchit plus, qui ne peut plus se concentrer aujourd'hui sur une phrase, ni sur une question, ni sur un paragraphe. J'en suis moi-même victime, hein, je n'accuse personne d'autre. J'ai du mal à terminer un paragraphe, j'ai du mal à finir un livre, j'ai du mal à me concentrer. Et donc, voilà, encore une fois, je te félicite Michel. Et j'aimerais dire juste moi quelque chose qui m'a toujours pesé, c'est le rôle de ce soi-disant parti socialiste dont tu as précisé un petit peu ce rôle qui a faussé toute la donne au milieu, qui a peut-être, comme je l'ai lu, moi je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu, qui a été à l'origine de la création du Front National, c'est ce qui est dit sur des livres par des spécialistes. Donc, et quand le mouvement de Mélenchon, on peut en dire beaucoup de choses, mais l'appellation France Insoumise quand même était forte, et ce mouvement a pu réunir aujourd'hui des jeunes gens très prometteurs. J'espère que voilà, cette Mathilde Panot, ce Bompard, etc. pourront peut-être voilà, mener des combats qui sont, on va dire, possibles aujourd'hui dans cette société dispersée avec migrants, population d'origine, remplacement des populations. Je pense que tout a été fait justement pour fausser les cartes, pour que plus personne ne pourrait s'identifier à personne. Mais qui va écrire, pour terminer ma question, ce gros pavé pour parler du renoncement du parti et du rôle sournois du Parti Socialiste depuis tant d'années? Moi, un jour, j'avais posé une question naïvement dans une assemblée du Parti communiste à Bonneuil, en me retournant vers le maire en lui disant « Monsieur le maire, pourquoi vous n'adhérez pas à la France Insoumise? Je ne comprends pas votre position. Regardez, on se retrouve avec un candidat communiste, un candidat, je ne sais pas, France ouvrière. Et vous avez divisé tout ce front-là. Pourquoi ?» Donc le Parti Socialiste, je pense qu'il a plus de décennies de renoncement et de manipulation. Merci. On peut aussi avoir un regard plus averti en se souvenant de qui a été ministre de l'Intérieur, si ma mémoire est bonne, dans les années 1954, 55, 56. C'était François Mitterrand à l'époque. Il est allé dire là-bas, sur place, l'Algérie c'est la France, l'Algérie ce n'est pas une guerre que nous menons, puisque l'Algérie est un département français. Donc on ne peut pas parler de guerre, on parle d'opération de rétablissement de l'ordre. C'était signé Mitterrand. On sait à qui on a affaire. Et quand par manque peut-être de connaissance de notre propre histoire, notre histoire coloniale, j'en suis héritier,
que je le veuille ou pas, de notre histoire d'esclavage, dont je suis héritier et que je n'oublie pas, quelle que soit l'indignation alors que ça peut me procurer lorsque j'entends des personnes dont les générations précédentes ont subi aussi bien l'esclavage que la colonisation, les ancêtres, etc. Ça a été une horreur sur le plan de la dignité humaine pendant des siècles. Je me souviens d'un livre qui a été écrit il y a quelques années par un sportif de haut niveau français, c'était Lilian Thuram, qui était un arrière de l'équipe de France et qui a participé à la victoire de l'équipe de France. C'était la Coupe du Monde, il me semble bien, en 1998, je crois bien. Et qui a écrit un livre traduisant ce fait que l'esclavage et les idées qui ont longtemps couru avec longtemps après a laissé des traces dans les têtes sous forme de division de la lignée humaine en couleurs, prétexte à opposer en catégories sociales tirées de la couleur différente et en disant, avec l'appui hélas de l'Église, bien souvent l'Église officielle, ce ne sont pas des êtres humains. Et lui, Lilian Thuram a écrit ce livre, il est intitulé « Mes étoiles noires ». Et il fait une liste au moins une vingtaine, même davantage, de personnes extraordinaires dans leur prise de position pour la dignité humaine, là où ils étaient, en prenant les risques qu'ils ont pris, en étant la cible de gens haineux, porteurs de cette soi-disant civilisation, et qui fait que on a intérêt à partager ces lectures et cette chaleur humaine que l'on ressent quand ces prises de position-là de personnes qui ont une notoriété qu'ils mettent au service de la connaissance de l'histoire de l'humanité tout entière, eh bien ça, moi je trouve que c'est extrêmement précieux et nous ne sommes pas des passagers d'un navire sans histoire. Oui, alors moi je pense que la lutte se fait sur le terrain, mais encore faut-il avoir un idéal. Alors, y a-t-il encore un idéal communiste? Et est-ce que le Parti communiste peut renaître de ses cendres? Je pense que cette question, c'est comme bien d'autres, tout dépend des rapports de force à l'intérieur de la population. Aussi bien sur le plan international que national d'ailleurs. Et il y a une interdépendance de tout ce qui se passe, puisqu'on est au courant très vite, mais trop souvent de façon très déformée. Les fake news, ça envahit tout. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, je pense que peut renaître une forme différente de... Il y a un mot qui est plus employé ces temps-ci pour se démarquer de ces constructions pyramidales, avec obéissance obligatoire pour les niveaux inférieurs, parce qu'on nous balance comme ça. Eh bien, je pense, moi, que on peut construire un, comment on dit, mouvement. Mais à condition de ne pas se le laisser voler quant aux objectifs, aux formes d'organisation et aux personnes qui décrètent que ce sont eux les responsables, les dirigeants, etc. Donc on a beaucoup encore de choses devant nous pour trouver au fur et à mesure des luttes sur le terrain ce dont on a besoin, ce dont les gens ont besoin, à condition qu'ils puissent se le dire lors de rencontres, notamment en chair et en os. Je partage tout à fait ce que disait Samia.
le fait d'avoir un horizon rabougri au smartphone ne favorise pas le développement du monde, de la connaissance du monde depuis l'enfance. Et je crois, moi, que des fabricants de logiciels actuels qui dominent le monde sur le plan politique aussi, hein, il y a un croisement entre les deux, eux-mêmes n'autorisent pas leurs enfants à utiliser le smartphone avant le lycée. Ça veut dire que ce sont eux, des gens qui savent fort bien que le smartphone n'est pas fait pour développer l'intelligence, ni depuis l'enfance, ni à l'âge adulte, et de développer encore moins les rencontres entre les gens où, comme ce soir, on peut faire part de ce que l'on croit comprendre, de ce que l'on peut aussi glaner chez l'autre qui pense différemment, mais qui peut nous enrichir, et cet enrichissement est gratuit. C'est pas tous les jours quand même. Voilà. Alors Michel, avant de te laisser dédicacer le livre, est-ce que vous avez un mot de la fin, ou bien est-ce que nous avons oublié quelque chose d'essentiel? J'aurais voulu faire connaître un ou deux auteurs qui m'ont aidé, moi, pour mieux saisir la portée de ce qu'on affronte ce soir, hein, de ce qu'on aborde ce soir. Et bon, bah, ici j'ai cité Lionel Chapoutot, celui aussi qui a écrit une histoire populaire de la France, qui s'appelle, ma mémoire immédiate n'est pas en très bon état. Je vais donc, c'est l'histoire populaire de la France. Il s'agit je vais le sortir, oui. Gérard Noiriel, voilà. Gérard Noiriel, qui est un historien et qui travaille beaucoup, hein, à partir aussi de l'actualité, mais qui l'éclaire depuis le développement de l'histoire populaire, et non pas seulement celle des châteaux. Et on a des gens comme... Ouais. Il y a un des chapitres où c'était le chapitre sur justement la guerre de 100 ans, où il termine son chapitre sur le fait que la Jeanne d'Arc en question s'est beaucoup mobilisée pour voler au secours de la royauté à cette époque-là, même contribué beaucoup à chasser les Anglais du territoire français, et jusqu'à aller à Rouen, et là, être victime de l'évêque qui l'a décrétée sorcière et condamnée au bûcher. Elle a été brûlée vive. Et il dit à la fin de ce chapitre, Gérard Noiriel, il faut que la population sache ce qu'il en coûte de se porter au secours des puissants. Très bien. C'est une belle chute. Merci, merci à vous. Place à la dédicace. Merci.